Écoutez, on va commencer. Il est 10h35 pour ne pas perdre trop de temps. Donc, je vois que le sujet vous intéresse. Donc, on va débattre. On va essayer de décortiquer un peu, d'identifier un peu le fil conducteur de ces nouvelles recommandations pour la prévention de la transmission par voie respiratoire, qui viennent totalement révolutionner ce qu'on a appris et ce qu'on a enseigné sur les précautions air et gouttelettes. Donc, on va essayer de voir ça petit à petit. Alors, je vais partager mon écran. Check. Le voilà. Oui. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde voit le diaporama en version... Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Alors, on oublie Oula. le guide vert pomme. Ah, ça y est, c'est bon. Et c'est Steph qui... Si vous pouviez couper vos micros, merci. Oui, voilà, oui, oui. Chut. Donc, on oublie le guide vert pomme des précautions air et gouttelettes de la SF2H de 2013 et on récupère ce gros pavé Bordeaux qui vient absolument tout révolutionner sur la prévention de la transmission par voie respiratoire. Donc le guide, il est désormais en accès libre sur le site de la SF2H. Il a été pendant quelques mois uniquement pour pour les gens qui sont abonnés, mais maintenant il est en accès libre. Alors, vous savez que c'est souvent les crises sanitaires qui gèrent des émulations, qui génèrent des émulations scientifiques importantes, avec une amélioration des connaissances sur certains aspects. Et la crise Covid n'a pas échappé à la règle. Quand on a commencé à effectivement essayer de comprendre comment le Covid diffusait, eh bien, on s'est vite rendu compte que la dichotomie qu'on avait air-gouttelette n'était pas du tout adaptée pour appréhender le risque aéroporté dans sa globalité. Et donc, il y a des ingénieurs qui ont travaillé sur cet aspect et qui ont essayé de modéliser le risque de dissémination particulière dans l'air et qui ont montré que finalement, c'était pas que des particules ou des gouttelettes, qu'on avait aussi une importance très importante des conditions environnementales, notamment du nombre de personnes, des contraintes architecturales, des ventilations dans le risque aéroporté. Souvenez-vous, on a introduit des jauges, on a commencé à effectivement se dire que quand il y avait trop de gens dans une pièce et que la pièce était mal ventilée, eh bien on augmentait le risque de transmission. Donc le guide a essayé d'intégrer toutes ces connaissances récentes dans l'évaluation du risque pour ajuster les mesures de prévention, l'objectif étant de conserver une approche la plus pédagogique possible, parce que vous allez voir, finalement, cette modélisation du risque, elle est extrêmement complexe, tellement complexe que on pourrait ne rien faire. Donc, il faut rendre tout ça un peu plus accessible. Donc, l'objectif de ce guide, c'était ça, c'était actualiser les précautions air et gouttelettes avec ces nouvelles connaissances sur le risque de transmission par voie aérienne. Vous avez vu dans le guide que le groupe de travail qui a réfléchi est extrêmement vaste. Vous avez des représentants de plein de disciplines différentes, pas que des hygiénistes, également des ingénieurs biomédicaux, des spécialistes de la ventilation, et vous avez également un grand nombre de sociétés savantes partenaires, qu'elles soient dans le domaine de l'infectiologie, de la pneumologie, du traitement de l'air, de l'anesthésie-réanimation, l'INRS. Je ne les ai pas toutes citées, mais il y en a énormément. Alors, l'ancien concept que nous connaissons et que nous avons enseigné, c'est ce fameux concept de la dichotomie air-gouttelette. C'est un concept qui vient des travaux des époux Wells, de William Wells et Mildred Wells, dans les années 1930-1950. Donc, madame était médecin, monsieur était ingénieur physicien, et ils avaient tous les deux essayé de hum, définir des notions physiques quantitatives de transmission de la tuberculose. Donc, leurs travaux étaient très centrés sur la tuberculose, et ils avaient effectivement déduit de leurs travaux qu'on était sur un modèle à deux éléments, c'est-à-dire qu'on avait dans les gouttes d'exhalation, donc ce qu'on exhale, eh bien, deux types de gouttelettes. Des gouttelettes qui tombaient plus vite qu'elles ne s'évaporaient, donc les grosses gouttelettes humides, qui sont des gouttelettes de grande taille, et puis les gouttelettes qui, elles, s'évaporaient plus vite qu'elles ne tombaient, qui devenaient donc des petites particules, et qui donc étaient de petite taille.
Donc ça, c'est la notion qu'on avait jusqu'à encore il y a peu de temps et qui a effectivement été à l'origine du premier guide de 2013 sur les précautions R et les précautions gouttelettes. Donc les travaux des Wells ont été repris par les Center for Disease Control, après par l'OMS, qui a donc finalement pris tous les micro-organismes à transmission respiratoire et les a classés dans cette dichotomie en définissant des mesures de prévention spécifiques qui étaient donc adaptées à la dichotomie. Et souvenez-vous, hein, dans les gouttelettes, eh bien, on vous disait il faut porter un masque à usage médical lors des contacts rapprochés ou se tenir à distance de la personne. On disait souvent, on mettait le masque quand on était dans le cercle à bout de bras, hein. Après, effectivement, cette distance a même évolué, elle s'est même allongée. Mais au départ, c'était dans le 1 mètre autour du patient. Et puis, vous aviez de l'autre côté, donc la transmission R, où là, on était sur des plus petites particules et on vous disait qu'il fallait porter donc un appareil de protection respiratoire de type FFP. Donc ça, c'était la dichotomie ancienne. Avec l'ère du Covid, nouveau concept qui maintenant évoque le fait que finalement, quand une personne émet un nuage de gouttelettes, c'est sous forme d'un nuage, et on n'a pas des petites et des grosses, mais on a tout un ensemble de gouttes respiratoires de taille extrêmement variable qui vont évoluer au sein de ce nuage, le nuage lui-même évoluant en fonction des éléments autour, notamment des conditions environnementales. Donc ce nuage qui est émis par la personne voilà, infectieuse, eh bien, il va avoir une dynamique qui lui est propre, qui va déjà dépendre de sa vitesse d'émission. Il est certain que le nuage qu'on émet quand on éternue, quand on tousse, n'est pas du tout le même que la vitesse dynamique d'un nuage qu'on émet lorsqu'on parle assez simplement, hein. Quand on éternue, il est émis à très grande vitesse. Et qu'ensuite, ce nuage, il va se disperser dans l'environnement et il va être soumis à plein de conditions environnementales qui vont le modifier, notamment la température, l'hygrométrie, le fait qu'il y ait des écoulements d'air dans l'environnement ou dans la pièce dans laquelle il est émis, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des courants d'air, est-ce qu'il y a de l'aération, est-ce qu'il y a de la ventilation, est-ce qu'il y a des courants d'air qui sont liés à des déplacements des objets ou des déplacements des personnes, est-ce qu'il y a des points chauds qui vont générer des courants d'air ascendants. Il y a énormément d'éléments qui peuvent créer des mouvements d'air au sein d'une pièce, hein. Ce sont les conditions environnementales. Et ensuite, ce nuage va donc évoluer avec toutes ces particules infectieuses qu'il contient. Il faut aussi prendre en compte comment le germe en lui-même évolue au sein de ce nuage, c'est-à-dire est-ce qu'il va effectivement potentiellement perdre rapidement son infectiosité. Donc ça va également dépendre d'autres facteurs, la température, l'hygrométrie en est un, et en fonction de ce qui va arriver sur l'autre qui est sensible en face, eh bien, il faut à la fois avoir une dose infectieuse suffisante, il faut être ou loin ou près, donc ça va effectivement changer la donne, et puis il y a la durée d'exposition, est-ce que vous restez longtemps dans le nuage ou est-ce que vous y restez peu de temps? Donc effectivement, vous voyez que finalement, chaque situation d'émission d'un nuage, finalement, elle est unique puisqu'elle va dépendre du nuage en lui-même et des conditions environnementales dans lesquelles le nuage va évoluer et également de la façon dont la personne source va être située par rapport à la personne réceptive. Donc chaque situation serait presque unique et donc justifierait de mesures finalement uniques et adaptées, ce qui n'est effectivement pas possible. Donc il faut simplifier tout ça. Et donc vous avez ce terme assez intéressant qui apparaît dans le guide, qui s'appelle la simplexité, hein, qui est donc la conjonction de la simplicité et de la complexité, c'est-à-dire comment traduire de manière simple quelque chose qui est extrêmement complexe et qu'on ne pourrait pas finalement comment dire, analyser sans simplification. Alors, pas de manière simpliste, hein, pour autant, vraiment le simplifier. Si vous voulez un exemple de simplexité, eh bien, nos téléphones portables sont un exemple de simplexité, c'est-à-dire ils sont capables de faire énormément de choses extrêmement complexes, pris isolément, hein, prendre des photos, nous diriger, surfer sur Internet, téléphoner. Et en fait, ce qui les rend effectivement accessibles, c'est cette interface de gestion, ce logiciel de gestion de toutes ces opérations extrêmement complexes qui fait que c'est extrêmement intuitif pour nous et extrêmement simple finalement de passer d'une fonction à une autre, alors que chaque fonction en elle-même est extrêmement complexe.
Alors, on va passer aux recommandations. Je vous propose éventuellement qu'on ait peut-être des temps d'échange après chaque thématique des recommandations, si vous avez des questions, hein, puisqu'on va donc passer des éléments assez différents dans les recommandations. Vous en avez 34 au total. Il y a effectivement un certain nombre de recommandations qui finalement sont des prérequis techniques, hein, sur la ventilation, l'aération, qui sont aussi des rappels de la réglementation et du code du travail, donc des choses qui normalement doivent déjà exister. Après, vous avez quelques recommandations sur les masques. Finalement, le cœur des recommandations, des précautions, elles occupent pas tant de place que ça. Donc, on est sur les précautions complémentaires respiratoires. Alors, un petit souci que je note moi, c'est que l'acronyme fait PCR. PCR, malheureusement, c'est aussi l'acronyme pour autre chose. Donc, je pense qu'il va falloir trouver un autre acronyme, sinon on va perdre tout le monde. Entre les PCR Covid et les PCR Covid, ça va être compliqué. On a quelques recommandations sur la tuberculose, une recommandation sur les infections respiratoires à bactéries multirésistantes, les mesures collectives en cas d'épidémie qui occupent quelques recommandations, et puis enfin une petite dernière sur la vaccination et l'immunoprophylaxie. Donc 34 recommandations au total, et vous en avez un tiers qui sont vraiment axés sur ventilation, aération. Alors, avant que vous ne fassiez une syncope, hein, je vous le dis tout de suite, le document est extrêmement touffu. Il est effectivement compliqué à comprendre en première lecture, hein. Je pense qu'il faut vraiment le relire plusieurs fois pour en appréhender le sens profond. Ces pièces ont bien compris ça et se sont donc mobilisés dans le cadre de leur réseau pour vous proposer rapidement des outils d'aide à l'appropriation et d'aide de l'accompagnement, hein, pour vous aider à vous approprier ces recommandations. Sachez qu'il y a déjà 4 sous-groupes qui sont en train de travailler. Un premier sous-groupe qui va donc réfléchir à un guide méthodologique pour le carnet sanitaire R et probablement qui élaborera un outil associé pour, voilà, pour vous aider sur la partie diagnostic de la qualité de l'air intérieur. Un autre sous-groupe, lui, va travailler sur un kit pratique pour répondre à la question de l'acquisition des équipements de protection individuelle, notamment comment est-ce qu'on les choisit et comment est-ce qu'on se débrouille pour pouvoir en avoir plusieurs modèles, que ce soit les masques médicaux ou les appareils de protection respiratoire. Un troisième groupe, lui, est très orienté médico-social, hein, et donc va faire un document d'interprétation des recommandations vraiment à destination du secteur médico-social. Et puis, un quatrième groupe, lui, va travailler à un diaporama pour les formateurs des écoles, voilà, pour leur permettre aussi de véhiculer les bons messages vers les élèves des instituts de formation, que ce soit IFSI, IFAS. Voilà, donc on ne vous laissera pas tomber. On communiquera régulièrement sur l'avancée de ces groupes, hein, et l'avancée des outils qui sont proposés. Sachez que le deuxième groupe qui travaille sur l'acquisition des équipements de protection individuelle devrait sortir un premier document à la fin du premier trimestre 2025. Donc ça va venir vite. Évidemment, on communiquera activement avec vous sur tout ça. Alors, on enchaîne avec les recommandations qui concernent les prérequis techniques et les rappels de la réglementation et du code du travail. Donc, vous avez globalement 10 ou 11 recommandations. Celles qui sont encadrées en jaune, ce sont celles qui sont réglementaires, c'est-à-dire c'est le code du travail. Donc, c'est vraiment une référence réglementaire. Donc voilà, on vous rappelle que quand on construit un nouveau bâtiment, une nouvelle unité, un nouvel établissement, c'est bien de privilégier les chambres individuelles. Alors ça, c'est un vœu pieux, hein, parce qu'on sait qu'effectivement, c'est pas sans répercussion, c'est avec des répercussions importantes sur le bâti, sur les mètres carrés. Quand on a une place au sol qui est limitée, ben, on ne peut pas forcément monter tout en hauteur, donc on est parfois coincé. Et puis, ça a aussi des répercussions après sur la constitution des services de soins qui deviennent des services très importants en surface, avec d'autres problématiques générées, hein, sur la surveillance des patients, hein, parce qu'un service trop grand, eh bien, il vous faut plusieurs postes de soins, c'est pas simple. Et puis, ça a d'autres problématiques qui est que ben, après, il faut nettoyer ces locaux. Et donc, ça génère aussi des contraintes logistiques. Donc, c'est un vœu pieux, mais voilà, il faut trouver un équilibre entre la chambre individuelle et la chambre double. La recommandation R2, on vous dit que tous les locaux occupés dans un établissement doivent posséder une ventilation mécanique avec
un apport d'air neuf, c'est-à-dire un air qui vient de l'extérieur, qui n'a pas circulé dans les locaux avant, et une extraction, c'est-à-dire on amène de l'air tout propre et on extrait de l'air, entre guillemets, tout sale sur l'extérieur. Et ça, effectivement, c'est réglementaire. Évidemment, si vous avez une ventilation, dans la recommandation R3, il faut que cette ventilation soit vérifiée par les services techniques, il faut que les paramètres soient contrôlés. Dans la recommandation R4, il est recommandé que les patients, les résidents disposent dans leur chambre de fenêtres qui puissent être ouvertes dans le respect de leur sécurité. Et c'est effectivement là où la première difficulté arrive, hein. Nous avons tous effectivement vécu des problématiques de patients qui se défenestrent et pour lesquels les ouvertures de fenêtres ont été souvent limitées. Et quand on a besoin d'avoir une ouverture plus importante, souvent il faut faire appel à l'adjoint de sécurité ou l'agent technique qui vient débloquer la poignée de la fenêtre. La grosse difficulté étant de s'assurer de le rappeler pour rebloquer la poignée de la fenêtre après pour accueillir un nouveau patient. Donc ça, effectivement, c'est extrêmement compliqué. On a souvent des fenêtres qui s'ouvrent de 10-20 cm et de pas beaucoup plus. J'en suis bien consciente. La recommandation R5 vous rappelle que les débits minimums à respecter, donc en apport d'air tout neuf par personne, doivent être conformes au Code du travail. Ben oui, le Code du travail impose dans les locaux à pollution non spécifique, de lors que des gens y travaillent, qu'il y ait effectivement des apports d'air tout propres dans ces locaux. Donc là, l'objectif, c'est un apport d'air neuf qui permet d'obtenir un taux de CO2 donc dans le local, si possible inférieur à 800 ppm et idéalement quand même inférieur à 1300 ppm. Alors, je vous ai retrouvé le Code du travail, hein. Effectivement, c'est le chapitre 2. Vous savez que le Code du travail définit tout, hein, le nombre de douches dans les vestiaires, la position des vestiaires, le fait que l'employeur fournisse les vêtements pour certaines situations qui exposent. Enfin bref, tout est défini dans le Code du travail et dans le chapitre aération, assainissement. Donc c'est l'article R 4222-6. Dans les locaux à pollution non spécifique, vous avez effectivement la réglementation qui impose le débit d'air neuf par occupant en mètres cubes par heure minimal en fonction du type de locaux. Donc là, vous retrouvez les 50 mètres cubes heure qui figurent dans le guide de la SL2H qui correspond globalement voilà, à un intervalle entre l'atelier locaux avec travail physique léger et les autres ateliers et locaux. Donc c'est effectivement une contrainte qui est réglementaire. Le Code du travail qui figure là, c'est celui qui est en vigueur depuis mai 2008 et qui n'a pas changé. Donc c'est une donnée qui est ancienne, hein. C'est pas tout nouveau. La recommandation R6, on est toujours sur les prérequis techniques, donc on vous recommande de mettre en œuvre des mesures correctives pour améliorer la ventilation dès lors que vous changez la destination d'un local, dès lors que vous mettez en place des jauges, quand vos ventilations n'est pas conforme à la recommandation précédente. Donc effectivement, à l'apport d'air neuf minimal de 50 mètres cubes par occupant et par heure. Et effectivement, si vous avez une ventilation, il faut établir une cartographie de la ventilation. Il y a un micro ouvert, merci. Donc, vous devez établir une cartographie de la ventilation des locaux de l'ensemble de l'établissement de santé et médico-sociaux, donc communiqué, fait par les services techniques ou par un prestataire, hein, communiqué à la direction, communiqué à l'encadrement médical, paramédical et communiqué à l'équipe de prévention du risque infectieux et au service de santé au travail. Alors, la cartographie, elle doit se faire à l'échelle d'un service, hein, pas forcément à l'échelle d'un local identifié, mais plutôt à l'échelle d'un service ou d'un bâtiment qui dispose d'une ventilation homogène. Une fois que cette cartographie est faite, eh bien, toute modification des caractéristiques de la ventilation d'une pièce, soit parce qu'on a cassé des murs, soit parce qu'on a fait des travaux, soit parce qu'on a modifié le volume de la pièce, soit parce qu'on a changé son affectation ou sa destination, eh bien, on doit mettre à jour la cartographie. Ce qui paraît assez logique. Un peu comme pour les travaux sur le réseau d'eau. Quand on modifie le réseau d'eau, on doit mettre à jour finalement les plans et la cartographie du réseau.
c'est la même chose. Une autre référence réglementaire qui vous dit qu'effectivement tous ces systèmes de ventilation doivent bénéficier d'une maintenance préventive annuelle, hein, donc qui est l'autre maintenance à côté de la maintenance corrective. Celle-là, c'est une maintenance qui vérifie que tout fonctionne bien. On ne doit pas attendre qu'il y ait des problèmes pour faire de la maintenance. On doit faire une maintenance continue qui doit être tracée pour vérifier qu'effectivement, en permanence, la ventilation répond à la réglementation, donc la fameuse R5. Et donc finalement, quand on met toutes les recommandations en forme, on vous dit que vous devez cartographier, faire une maintenance corrective quand ça ne fonctionne pas, mais faire aussi une maintenance préventive annuelle tracée, en étant en conformité avec le code du travail, donc l'apport d'air neuf, l'extraction, les débits. Donc tout ça, finalement, ça correspond à un carnet sanitaire air qu'il va falloir constituer et qu'il va falloir alimenter en continu avec tous les éléments. D'où le groupe de travail hein, qui va effectivement travailler sur voilà, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un carnet sanitaire, comment on le constitue et comment on le tient à jour. Et qui le tient à jour. Donc ça, il y a un groupe qui va être chargé de répondre à cette question et d'apporter des éléments de réponse à cette question. Avez-vous déjà des questions sur la partie traitement de l'air? N'hésitez pas à intervenir. Ou dans le chat, si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Dans le chat, ce sera peut-être plus facile. Éventuellement, on avance. Et puis, s'il y a des questions dans le chat, Fabienne, tu m'arrêtes qu'on puisse y répondre. Hein. Alors, toujours sur la partie air, on a deux recommandations sur les appareils mobiles de traitement de l'air hein, que certaines structures, notamment sanitaires, peuvent avoir. Alors, c'est vrai qu'avec la crise Covid, déjà, leur utilisation avait été très très bien cadrée, voire un peu réduite, clairement. Et donc là, je trouve que le guide, je dirais, la concentre encore vraiment un peu plus en vous disant qu'il est vraiment recommandé de faire une analyse de risque avant d'utiliser ce type d'appareil en prenant en compte voilà, tout ce qu'il y a autour, hein, c'est-à-dire les paramètres de base de la ventilation de la pièce, les autres moyens palliatifs que vous auriez éventuellement à disposition, comment serait potentiellement placé l'appareil par rapport aux autres apport d'extraction ou apport d'air neuf dans la pièce, comment est positionné l'appareil par rapport à la personne qui est dans la pièce. Sachant que, comme vous le savez, ces appareils mobiles de traitement d'air sont souvent vendus comme des appareils qui épurent l'air avec différentes techniques, hein, que ce soit la catalyse ou d'autres techniques, parfois chimiques. Et là, clairement, on vous dit que si vous utilisez ces appareils, eh bien, il faut que ce soit des appareils qui filtrent avec des filtrations à très haute efficacité. Parce que je vous rappelle que les appareils mobiles de traitement d'air n'apportent pas d'air neuf. Donc, en fait, ils ne font que brasser l'air vicié. C'est-à-dire, en fait, pardonnez-moi l'expression, mais ils remuent la merde. D'accord? Donc, si vous voulez effectivement qu'ils épurent quelque chose, eh bien, il va falloir qu'ils aient des filtres à très haute efficacité qui permettent d'épurer les particules infectieuses et de ne pas brasser ces particules infectieuses hein, effectivement dans la pièce. Donc ça limite effectivement à la fois le choix des appareils et à la fois l'utilisation de ces appareils. Donc vraiment à réfléchir, c'est pas forcément la solution miracle. Sachant que, je le rappelle, ces appareils n'ont aucune action sur l'apport d'air neuf. Or, on voit bien, hein, toute la ventilation est quand même basée sur cette idée qu'il faut amener de l'air tout propre. On n'entend plus rien. Est-ce que tu peux demander si... Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui? Ah, Oui? oui. C'est un peu unique. Il y a eu peut-être un petit coupage, une petite temporaire de ma voix? Non, Non, tout le c'est monde bon. entend. Ok, tout le monde entend. Super. Excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci, Fabienne. Est-ce que tu as une question dans le chat Non. sur la partie ventilation? Pas de question dans le chat. Ok, mais vous pouvez toujours la laisser, hein, il n'y a pas de souci. Alors, on continue sur les masques. On a 3 recommandations de prérequis sur les masques, que ce soit les masques médicaux ou les FFP. Donc, une recommandation intéressante qui effectivement indique que l'équipe d'hygiène doit être associée à tout ce qui concerne les masques, à savoir la rédaction du cahier des charges
pour les appels d'offres, mais également le choix des masques, euh, sachant qu'on doit toujours mettre à disposition des professionnels plusieurs modèles différents, et également plusieurs tailles des différents types de masques. Alors ça, effectivement, c'est compliqué. On vous a posé la question il y a peu de temps sur qui avait réussi, au moins sur les FFP, à mettre plusieurs modèles en place dans sa structure. Et on voit bien que c'est pas du tout la règle. Souvent, vous n'avez qu'un seul modèle, parfois deux, mais on va guère au-delà de deux. Donc ça, effectivement, encore un groupe de travail qui va travailler sur cet aspect-là et vous donner les astuces, les tuyaux ou les leviers pour pouvoir effectivement essayer de répondre à cette recommandation. Donc la R13 va avec la R12. Du coup, il est recommandé que chaque professionnel ait le choix entre plusieurs modèles et plusieurs tailles de masques à usage médical. Mais la R14, eh bien, c'est la même chose, mais pour le type FFP. Donc, il est recommandé que chaque professionnel ait le choix entre plusieurs modèles et plusieurs tailles d'équipements de protection respiratoire de type masque FFP2 et ait la possibilité de réaliser les essais d'ajustement, c'est-à-dire le fit test, à ne pas confondre avec le fit check. Je vais vous les représenter derrière, que ce soit le fit test qualitatif ou quantitatif. Donc, je vais vous réexpliquer ce que c'est que ces fit test, fit check, qualitatif et quantitatif. Donc, il est fortement recommandé de former les professionnels au fit check des APR de type FFP2 et aussi au bon port et au bon retrait pour éviter de se contaminer quand on les retire des APR de type FFP2 et des masques à usage médical. Alors, c'est quoi le fit test? Le fit test, c'est ce qu'on appelle l'essai d'ajustement du FFP2. Ça sert à identifier parmi un panel de masques celui qui convient à sa morphologie de visage, sans fuite. Donc, a priori, c'est un essai qu'on ne fait qu'une fois. Sauf si la structure décide d'avoir un nouveau marché et d'acheter des nouveaux masques, sauf si effectivement le professionnel a une évolution importante de la morphologie de son visage, soit pour une perte de poids importante, soit à l'inverse pour une prise de poids importante. Mais normalement, si on est sur un marché continu et que le professionnel n'a pas de modification de morphologie, le fit test, c'est un test qu'on ne fait une fois. Une fois qu'on a trouvé le masque qui convient, on doit continuer à trouver ce masque-là. Donc le fit test, ça se fait au niveau 1 de manière assez simple. C'est un test d'observation qu'on va demander au professionnel de faire avec donc le panel de masques FFP qu'on peut lui proposer. Donc on va lui demander de mettre le premier masque qui vient, en lui faisant mettre le masque bien sûr devant un miroir pour qu'il puisse l'ajuster comme il pense être la bonne façon. On va lui demander aussi de porter les autres équipements de protection individuelle qui peuvent interférer avec l'étanchéité du masque, notamment les lunettes ou les surlunettes. Et on va lui demander de réaliser un certain nombre d'exercices pendant 1 minute chacun. Et on va regarder, nous, observateurs en face, comment le masque se comporte. Et lui aussi va pouvoir dire de son côté comment le masque se comporte. Donc, on va lui demander d'abord de respirer normalement. En fait, on va lui demander de vivre, c'est-à-dire d'avoir une vie normale avec un masque FFP, c'est-à-dire de respirer normalement, après de prendre des inspirations profondes, de respirer profondément, comme quand on est obligé de courir dans un couloir pour répondre au téléphone, après de tourner la tête dans tous les sens, à droite, à gauche, de haut en bas, parler un peu plus fort, se pencher en avant et ensuite reprendre une respiration normale. Et on va donc lui demander de dire comment le masque se comporte au cours de ces exercices. Et l'observateur va aussi, de son côté, observer ce qui se passe. Si effectivement, au cours des exercices, le professionnel dit, bah, écoutez, là non, quand je tourne la tête, ça fait un bec sur le côté, je sens qu'il y a de l'air qui rentre, c'est que le masque ne convient pas. On va donc arrêter le test, prendre un autre masque d'une autre forme et recommencer le fit test jusqu'à temps qu'effectivement on trouve un masque, voilà, qui se comporte correctement dans la vraie vie. Ça, c'est donc le fit test. Quand on veut aller plus loin dans le fit test, on peut faire des fit tests donc qualitatifs ou quantitatifs. Alors le fit test qualitatif, je vous ai mis une petite photo sur la droite. Donc en fait, c'est un fit test où on va demander à un professionnel de détecter un goût. J'ai bien dit un goût
pas une odeur, c'est-à-dire qu'on va nébuliser un aérosol d'une substance qui a un goût particulier. Généralement, on va utiliser le goût amer parce que c'est celui qui est le plus facilement détectable. Donc, on va nébuliser dans une cagoule fermée avec le professionnel qui porte un masque, cet aérosol. Et si effectivement le soignant détecte le goût, c'est qu'effectivement, il y a des zones où l'aérosol a réussi à passer et effectivement, le masque ne convient pas. Donc, avant de faire le test, on va déterminer quel est le seuil de sensibilité du professionnel au goût pour voir combien de pulvérisation finalement du goût il faut déjà de base pour que le professionnel le sente. Et donc ça, c'est le qualitatif, hein. Il n'y a pas de mesure hormis un test de détection au goût. Et quand on veut passer au fit test quantitatif, eh bien là, c'est un petit peu plus compliqué. On va faire un trou dans le masque, on va mettre une sonde finalement qui va mesurer les particules à l'intérieur du masque et à l'extérieur du masque. Et on va donc en déduire en fonction de la différence si le masque laisse passer ou non les particules. Donc là, ça nécessite effectivement un équipement plus important. Sachez qu'il existe des kits pour le fit test qualitatif. Je ne vais pas donner de nom de marque, mais où vous avez la cagoule, le produit amer, tout ce qu'il faut pour réaliser le fit test. Donc, c'est tout à fait accessible. Le quantitatif c'est vrai, demande un petit peu plus de matériel. Donc ça, c'est le fit test. Normalement, à faire une fois. Une fois qu'on a trouvé le masque qui convient, on doit utiliser ce masque-là chaque fois qu'on en a besoin. Le fit check, lui, c'est le contrôle d'étanchéité. Ça, c'est pour vérifier que le masque est bien posé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire à chaque fois que l'on met le masque. Le masque qu'on a défini et trouvé dans le cadre du fit test. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, vous savez, c'est du quotidien. Normalement, on obture la surface filtrante du masque avec un film plastique ou voilà, quand on n'a pas ça avec ses mains, en plaquant bien ses mains sur le masque, on doit faire une profonde inhalation, retenir sa respiration quelques secondes et si le masque est bien posé, bien ajusté, eh bien, il doit se plaquer très légèrement au visage. La membrane doit revenir vers vous. Si effectivement ça ne va pas, ça veut dire qu'il faut le remettre correctement, le réajuster et recommencer. Donc c'est bien deux vérifications très différentes. Il y a juste une demande pour savoir si on a une liste d'appareils mobiles à haute filtration à conseiller. Alors non, comme nous sommes une structure publique et qu'on n'a pas comment dire, d'implication commerciale, on n'est pas censé vous fournir de liste de dispositifs. Voilà. C'est pas dans notre rôle. Je suis désolée. Alors, on continue avec les masques. Les deux recommandations sur le fait pour le professionnel de porter donc un FFP2 avant d'entrer dans la chambre d'un patient résident qui a une infection transmissible par voie respiratoire, si le soignant est à risque de forme sévère dans cette infection. Et ça, effectivement, pendant la crise Covid, on a vu certains soignants se voir distribuer des masques FFP par le service de santé au travail parce qu'ils présentaient eux-mêmes des facteurs de risque de forme grave du Covid et donc on les protégeait de cette manière. Donc ça, c'est valable pour le professionnel, mais c'est aussi valable dans la R17 pour le patient résident. Si c'est le patient résident qui est immunodéprimé et qui a des facteurs de risque de forme sévère d'une infection respiratoire, eh bien, on lui demande lui aussi de porter un masque FFP2 lorsqu'il circule à l'intérieur des bâtiments hospitaliers. La recommandation R18, c'est donc sur la prescription médicale qui va donc encadrer ces précautions respiratoires. On vous rappelle que normalement, la mise en place des précautions complémentaires, comme la levée des précautions complémentaires, sont subordonnées à l'existence d'une prescription médicale, ce qui donc est toujours confirmé par la recommandation.
et que c'est aussi accompagné d'une signalétique spécifique qui doit être présente sur un grand nombre de supports, que ce soit la porte de la chambre qui doit signaler qu'il y a des précautions donc à prendre à l'intérieur de la chambre, mais également dans le dossier médical, dans le dossier de soins infirmiers, sur les prescriptions d'examens complémentaires, dans le poste de soins. Alors on n'a plus les pancartes au pied du lit, hein, mais on doit avoir quand même mention de cette signalétique un petit peu partout. Alors, je vous rappelle que cette prescription médicale, elle n'est pas valable que pour les précautions respiratoires, hein, mais pour toutes les précautions complémentaires. Ça fait même l'objet d'un indicateur qualité dans le sanitaire, qui est l'indicateur PCC, un indicateur voilà, qui doit relever à la fois la traçabilité de la mise en œuvre et de la prescription médicale des précautions et également la traçabilité de l'information du patient sur la mise en œuvre des précautions complémentaires. Et ce qui pêche souvent, c'est le manque de traçabilité de l'information du patient. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ça n'a pas été fait, mais ça n'a pas été tracé. Et vous savez comme moi que pour la HAS, ce qui n'est pas tracé est considéré comme n'ayant pas été fait. On y vient justement à l'information du patient résident. Donc, on vous dit qu'il est nécessaire d'informer le patient ou le résident sur le fait qu'on met en place des mesures de prévention et donc des précautions particulières le concernant. Et si le résident n'est pas en mesure de capter l'information, eh bien, on doit la délivrer à la famille ou à la personne de confiance ou aux parents quand c'est le cas d'un enfant, hein, par exemple. Il est également recommandé que les visiteurs reçoivent aussi cette information et il est recommandé que tous les nouveaux professionnels qui intègrent la structure soient formés et reçoivent aussi une information et une formation sur ces précautions respiratoires. Jusque-là, rien de très nouveau. Alors, on passe aux mesures de prévention. Là, on attaque vraiment le cœur du sujet. Donc, on nous parle des précautions complémentaires respiratoires pour les patients, les résidents qui sont donc suspects ou atteints d'une infection transmissible par voie respiratoire. Et donc, il y a 3 niveaux de précautions complémentaires qui ont été définis. Un niveau simple, un niveau renforcé et un niveau maximal. Donc, je vous rappelle, ces précautions, comme les précautions complémentaires contact, viennent en plus des précautions standards. C'est pas à la place de, c'est comme les assiettes, ça s'empile. Donc, on vient les appliquer en plus des précautions standards. Donc, dans les précautions simples, eh bien, le patient porte un masque médical dès que quelqu'un entre dans sa chambre, ou un masque médical quand il sort de sa chambre, et le professionnel porte un masque médical quand il va avoir des soins rapprochés avec le patient. Donc, vraiment une donnée importante, c'est, je pense, là, vraiment ce qu'on a retenu de la crise Covid. On reste sur l'idée que le double masquage est quand même l'élément prioritaire, dans la mesure, bien sûr, où le patient peut porter un masque. Quand on peut masquer le professionnel et le patient, c'est quand même l'idéal. Effectivement, quand on ne peut pas masquer le patient, pour des motifs divers et variés, eh bien, on va souvent un peu upgrader le niveau de masque du professionnel. Mais quand on peut masquer les deux, c'est top. Dans les précautions renforcées, on voit que justement, voilà, on upgrade le masque pour le patient quand il sort de sa chambre. Et on va également aussi upgrader, donc augmenter le niveau d'exigence sur le masque du professionnel qui va s'occuper du patient. Ce qui va changer aussi dans les précautions renforcées, c'est la problématique de la ventilation et de l'aération, où vous devez avoir le fameux minimum de renouvellement de 6 volumes heure sans recyclage, ou l'aération augmentée par ouverture, des ouvertures ou des fenêtres, portes fermées pour augmenter l'aération de la pièce. Alors ça veut dire quoi 6 volumes par heure? Ça veut dire 6 fois le volume de la pièce par heure. Alors je vous ai fait un petit calcul simple. Les prescriptions architecturales au milieu hospitalier, c'est voilà, globalement une chambre individuelle, ça fait 17 mètres carrés de surface avec 3 mètres de hauteur sous dalle. On va dire 3 mètres de hauteur sous plafond. Donc le volume de cette pièce, c'est 17 x 3, c'est-à-dire 51 mètres cubes. Quand on parle d'un renouvellement de 6 volumes par heure, ça veut dire que vous devez avoir un débit de 306 mètres cubes par heure d'apport
d'air neuf dans cette pièce, ou 306 mètres cubes d'apport d'air neuf par la ventilation et l'aération par ouverture des fenêtres dans cette pièce. Voilà ce que ça veut dire. Les précautions maximales, eh bien, on retrouve le même, je dirais, le même tronc commun qu'avec les procédures renforcées sur le masque FFP pour le patient, pour le professionnel. On retrouve la ventilation boostée, sans recyclage, donc de l'air qui arrive de l'extérieur, qui n'a pas circulé avant dans d'autres locaux. Mais on vous parle également d'une chambre en dépression, c'est-à-dire que l'air, quand on ouvre la porte, c'est l'air du couloir qui rentre dans la chambre et pas l'air vicié de la chambre qui sort dans le couloir, hein. C'est ça une chambre en dépression. C'est, je dirais, l'inverse du bloc opératoire. Au bloc opératoire, la salle d'opération est en surpression par rapport au couloir, donc c'est l'air propre de la salle qui sort dans le couloir et c'est pas l'air vicié du couloir qui rentre dans la salle d'op qu'on doit protéger. Là, c'est l'inverse. Donc c'est l'air du couloir qui rentre et pas l'air vicié de la chambre qui sort. Et on vous propose également un taux maximal de CO2 pour effectivement identifier la ventilation, je dirais, performante de cette pièce comme étant tout le temps inférieure à 800 ppm en occupation. Donc ça, c'est la définition des niveaux de précaution. Vous les retrouvez dans ce tableau hein, qui est dans le guide, hein, que je vous ai focalisé vraiment sur les éléments différenciants en fait entre chaque groupe. Donc après, il va falloir savoir à qui on va appliquer ce niveau de précaution. Donc, il va falloir commencer à évaluer le risque de transmission. Donc, on va étudier le pathogène, on va étudier le type d'exposition, on va étudier la qualité de la ventilation. Depuis le début, je vous parle de ventilation, elle va arriver. Donc, concernant le pathogène, a été retenu dans la démarche la transmissibilité, la sévérité des infections que le pathogène occasionne, le fait qu'il soit connu ou inconnu. Effectivement, il y a tout ce qu'on sait, puis il y a tout ce qu'on ne sait pas, qui pourrait encore nous arriver. Donc tout ça aboutit à une classification, une catégorisation des germes en plusieurs catégories, A, B, C et REB, REB étant émergent. Après, vous avez la nature de l'exposition. Et globalement, la nature de l'exposition, c'est à quelle distance je suis par rapport à l'émission de l'aérosol, donc le champ proche versus le champ lointain, combien de temps je vais rester dans cet aérosol, et vous allez voir qu'il y a plusieurs seuils d'exposition qui ont été définis, 15 minutes pour un champ proche et plutôt 30 minutes pour un champ lointain, et est-ce qu'en plus je fais des soins qui vont générer des aérosols, donc qui vont générer des particules infectieuses chez mon patient. Après, vous avez effectivement tout ça se fait dans une pièce qui dispose donc d'une ventilation particulière, plus ou moins efficace. Et donc, je vais devoir aussi mesurer l'impact de cette ventilation sur mon risque de transmission. Et c'est une appréciation qui est assez binaire, hein, c'est-à-dire est-ce que la ventilation dans ma pièce finalement est conforme à la recommandation R5 ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Et donc, vous voyez qu'on a une matrice de décision à plusieurs entrées, à 3 entrées, ce qui effectivement rend les choses compliquées. Parce que déjà 2 entrées, c'est pas simple. Alors 3 entrées, c'est beaucoup plus compliqué. Alors le pathogène, qu'est-ce qu'on a retenu comme élément pour le classer? Eh bien, un certain nombre d'indicateurs épidémiologiques, voilà, à partir d'un malade, combien on fait d'autres malades, le taux d'attaque, la dose infectieuse, est-ce qu'il faut beaucoup de virus, beaucoup de bactéries pour être malade ou finalement très peu, la concentration du pathogène dans le liquide biologique, est-ce qu'il y en a beaucoup ou finalement pas beaucoup, tous les facteurs liés au pathogène, est-ce que c'est plutôt un virus enveloppé, pas enveloppé, on le sait, les virus enveloppés sont plus sensibles et moins résistants que les virus non enveloppés. Est-ce que c'est une bactérie? Quelle est son infectiosité? Quelle est sa capacité à persister dans l'environnement? Quelle est la persistance de l'infectiosité au cours du temps? Et puis tous les facteurs qui sont aussi liés à l'hôte infecté et à la maladie. C'est quoi la transmissibilité individuelle? C'est quoi la contagiosité au cours de, je dirais, l'évolution naturelle de la maladie? C'est quoi la possibilité d'une immunité individuelle ou même collective? Donc tous ces éléments-là ont été pris en compte pour la classification que je vais vous présenter derrière. Donc la première catégorie, c'est la catégorie A.
vous retrouvez dedans le méningocoque, le pneumocoque, le Covid-19, la grippe, le VRS. Si vous regardez bien, finalement, vous retrouvez tous les pathogènes de l'ancienne catégorie gouttelettes, c'est-à-dire des germes qui ne persistent pas particulièrement dans l'environnement, hein, qui n'ont pas une grande persistance dans l'environnement et qui ne vont pas nécessiter de mise en place de précautions renforcées, hormis si effectivement l'exposition à l'aérosol est extrêmement forte ou si on fait des procédures qui génèrent particulièrement des aérosols chez le patient. Mais voilà, ce ne sont pas des germes qui vont nécessiter des hauts niveaux de protection. Globalement, vous retrouvez bon an, mal an, la gouttelette d'avant, même si on doit plus parler comme ça. Dans la catégorie B, on retrouve la tuberculose sensible, on retrouve la varicelle et le zona chez l'immunodéprimé, et on retrouve la rougeole. Là, c'est pareil, on retrouve finalement les pathogènes classiques de l'ancienne catégorie R. C'est-à-dire ce qui va nécessiter d'emblée des précautions renforcées, donc avec le FFP, pour le patient, pour le soignant, voire même encore un petit peu plus si le soignant est exposé très fortement, ou alors si on fait des procédures qui génèrent des aérosols très importantes chez le patient. Mais voilà, vous retrouvez globalement l'ancienne catégorie R. Et puis ensuite, dans les catégories suivantes, la catégorie C, donc vous retrouvez la tuberculose multirésistante ou ultra-résistante, qui déjà nécessitait des précautions vraiment très augmentées et qui là va nécessiter systématiquement les précautions maximales, c'est-à-dire l'environnement top, quel que soit le type d'exposition d'ailleurs, hein. Donc la chambre en dépression, souvent avec le sas d'entrée. Et puis après, vous avez tout ce qu'on ne sait pas, ou tout ce qu'on sait, mais tout ce qu'on ne sait pas, qui potentiellement est un risque épidémique biologique, c'est-à-dire voilà, un agent pathogène, quel qu'il soit, qui peut provoquer une pathologie infectieuse possiblement grave, qu'on ne connaît pas bien, qui a une capacité à faire une épidémie communautaire ou nosocomiale, qui va nécessiter des mesures spécifiques d'endiguement et pour lesquelles on n'a a priori pas de traitement spécifique connu, efficace, validé. Donc vous retrouvez la peste parmi les bactéries, donc Yersinia pestis, et vous retrouvez aussi d'autres virus, d'autres coronavirus qui sont malheureusement bien connus, mais qui ne nous concernent pas trop pour l'instant, mais qu'on rencontre effectivement au Moyen-Orient. Et puis tout ce qu'on ne sait pas encore et qui pourrait arriver. Et donc là, effectivement, on échappe un peu aux recommandations que je viens de vous présenter. Il y a un socle de mesures, voilà, pour les soignants de première ligne et pour le patient qui ont été définies, et vous allez les reconnaître, hein, ces mesures, parce que globalement, c'est celles qu'on a appliquées au tout début de la crise Covid, avant d'avoir plus d'informations sur la façon dont ils se transmettaient, c'est-à-dire qu'on a porté des FFP, mais on a aussi fait porter à nos soignants des surblouses et des gants et des lunettes et même des charlottes. Donc là, effectivement, le socle commun eh bien, remet ces surblouses et ces gants, quitte après à les retirer quand on aura plus d'informations sur les modalités de transmission de l'agent nouveau. Alors, on passe à la nature de l'exposition. Donc, on l'a vu, c'est la proximité et la durée. Donc, qu'est-ce que c'est que ce champ proche versus ce champ lointain? En fait, je suis à côté ou je suis un peu plus loin. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, dans le champ proche, hein, quand on est donc à proximité de la personne qui va donc émettre cet aérosol de particules avec dedans des particules à risque infectieux, eh bien, on a deux éléments importants. La première, c'est qu'on va être impacté en direct par contact sur les muqueuses par les gouttelettes qui vous arrivent, hein. Si quelqu'un éternue devant vous, je pense que tout le monde l'a constaté, on se prend un nuage de gouttelettes humides et on le perçoit. Et puis, vous avez donc à cet endroit-là une exposition extrêmement importante, puisque le nuage, il est vraiment à son émission de départ, il est extrêmement concentré, il est chargé en particules à risque infectieux, et vous êtes devant, vous allez en inhaler une grande partie. Donc ça, c'est le champ proche.
A contrario, quand vous êtes à distance, un peu plus loin, eh bien, vous allez bénéficier de ce nuage de gouttelettes qui a donc déjà vécu une partie de sa vie dans la pièce, donc qui aura été dilué, on l'a vu, par ces mouvements d'air divers et variés, hein. La fenêtre qui est ouverte, la porte qui est ouverte, il y a un courant d'air. Et donc, ces particules à risque infectieux, elles vont être diluées au sein de cet aérosol, pas de manière forcément homogène, hein. Donc, il va pouvoir persister des poches au sein de ce nuage d'aérosol, de particules à risque infectieux plus concentrés qu'à d'autres endroits de l'aérosol. Mais globalement, vous allez être exposé d'une autre manière que si vous étiez dans le champ proche. Ce qui aboutit à ce schéma, alors qui n'est pas forcément évident à comprendre, mais dont on peut retenir, je pense, deux choses. C'est quand vous êtes dans le champ proche, donc la partie complètement gauche, à gauche, hein, effectivement, de ce joli dégradé de couleur, eh bien, vous êtes clairement dans le champ où vous êtes impacté en direct par des aérosols, où clairement l'élément qui va vous apporter une protection efficace, c'est la barrière, donc c'est le masque. Donc dans le champ proche, l'élément le plus important, c'est le masque. La ventilation probablement joue un rôle beaucoup moins intéressant parce que vous êtes vraiment à grande proximité, que vous soyez d'ailleurs sur une exposition de courte durée ou de longue durée. Inversement, dès que vous allez vous éloigner par rapport à l'émission de l'aérosol dans la pièce, eh bien là, on voit que la ventilation va commencer à jouer un rôle plus important, voire même peut-être plus important que le masque en lui-même, ou au moins autant important que le masque en lui-même. Ce qui veut dire qu'on va jouer sur ces deux éléments-là, c'est-à-dire ou renforcer le masque ou renforcer la ventilation pour effectivement savoir quoi faire entre le champ proche et le champ lointain. Donc on l'a vu, la distance, le temps qu'on y reste, et on en a parlé aussi, le fait qu'on va générer des procédures qui font des aérosols de gouttelettes chez le patient. Et donc vous avez un tableau qui vous est proposé avec effectivement des procédures générant des aérosols à risque élevé et des procédures générant des aérosols à risque modéré. Alors, sachez qu'il existe une foire aux questions sur le site de la SF2H pour éventuellement, voilà, interpeller le groupe de travail si vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a quelque chose qui vous interpelle. C'est possible, hein. Nous, au CEPIAS, nous l'avons fait parce que nous ne sommes pas d'accord sur la classification, en fait, qui a été choisie pour le risque des procédures entre le patient intubé non curarisé et le patient extubé. Par expérience, nous, on trouve que l'extubation est plus à risque que l'intubation sur la génération des aérosols. Donc, on a demandé au groupe de nous expliquer sur quels éléments il s'était appuyé pour cette classification. Nous, on aurait bien vu dans l'autre sens. Et au final, la matrice donc a trois entrées, donc il va prendre en compte le type de pathogène, la nature de l'exposition, c'est-à-dire la durée, la proximité, le geste, et en même temps le fait que la ventilation soit ou non conforme avec la recommandation réglementaire que je vous ai présentée, donc la fameuse ER5. Donc vous vous retrouvez sur une matrice donc à trois entrées qui vous définit le type de précaution, hein, le vert étant les précautions simples, le orange, les renforcés et on va dire, le orange foncé, le précaution maximale. Donc, vous avez une matrice en cas de conformité de la ventilation avec la R5 et une matrice en cas de non-conformité de la ventilation avec la R5. Alors, qu'est-ce qui change finalement entre une ventilation conforme et une ventilation pas conforme? Eh bien, quand on est dans le champ proche pour une courte durée, donc inférieure à 15 minutes, rien ne change. On l'a vu, c'est le masque qui est l'élément clé. Le masque, il est correctement défini, donc il n'y a pas besoin, dans cette situation-là, d'upgrader le masque. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution des couleurs, c'est la même chose. Par contre, dès qu'on commence à être un peu plus longtemps dans le champ proche, eh bien, vous voyez que pour le pathogène de type A, donc le classique, le fréquent, eh bien, on va upgrader globalement le niveau de masque et l'aération, c'est-à-dire que le vert, là, passe à orange et le reste ne change pas. Ça veut dire qu'on va passer du masque médical au masque FFP pour le patient, pour le soignant, et qu'on va faire une aération
augmenter. Et pour le champ lointain, où là, probablement, la ventilation est un des éléments qui a, parce qu'elle va diluer l'aérosol et qu'elle va épurer l'aérosol, a le plus d'efficacité, eh bien, dès qu'effectivement, on est sur le champ lointain pour une longue durée, vous voyez que pour le pathogène de type D, on va devoir upgrader. Alors, c'est pas le masque, là, hein, puisque que ce soit orange clair ou orange foncé, le masque pour tout le monde, c'est le FFP, c'est bien la ventilation. Ça veut dire que là, on va avoir besoin d'une chambre à sas en dépression et d'une ventilation boostée. Il y a une question, germe catégorie A et champ proche. Pouvez-vous préciser quel type de masque? Alors, germe catégorie A, champ proche. Donc, on est dans le vert. C'est le vert. Vous êtes dans le vert. Si vous êtes sur un champ proche, pardon, un champ proche, moins de 15 minutes. Et que votre ventilation est conforme. Qu'elle soit conforme ou pas conforme, ça ne change rien. Par contre, si votre ventilation n'est pas conforme et que vous y êtes un peu plus de 15 minutes, là, vous allez devoir changer de masque. Alors, tant qu'on est sur les masques, il y avait des questions de tout à l'heure. Une question sur, oui, quand il n'y a pas la médecine du travail, on fait comment quand tu parlais des filtres check et test? Alors, surtout c'est une bonne question. Quand il n'y a pas de médecine du travail, alors, pas de médecin du travail, on peut tout à fait avoir recours à une infirmière de santé au travail, tout à fait capable de faire ça. Après, effectivement, ça complique un peu la situation. C'est en Euh, médico-social, En c'est vrai qu'on sait bien, médico-social, pas toujours non, parfois. il n'y a pas toujours de professionnels. Alors, on peut rester sur un fit, encore une fois, sur l'observation, hein, sur le fit test par observation, le premier. Voilà, éventuellement en binôme, avec une infirmière qui teste et une qui regarde, et puis on échange sur ce qu'on perçoit. Après, effectivement, le qualitatif et le quantitatif me paraissent difficilement accessibles dans ces cas-là. Il faut rester sur un plus simple d'observation. Il y avait une question aussi en OMS, on est confronté au problème du RGPD pour les affichages sur les portes. Sur la signalétique des précautions, Je pense que ça doit être ça. alors il faut mettre une signalétique qui soit la plus neutre possible. Alors vous pouvez avoir recours à des pictogrammes qui sont pas forcément compréhensibles pour un usager, mais que les soignants comprennent et connaissent. Moi, c'est le choix que j'avais fait, hein. Donc un pictogramme juste avec des mains, etc. Donc ça ne met pas en évidence le diagnostic, hein, C'est ça. de ce qu'il y a dans la chambre, mais uniquement des mesures qui sont à mettre en place. Ça, pour le coup, c'est pas impossible. Effectivement, si vous écrivez en gros attention tuberculose, ça va pas le faire. On est d'accord. Mm. Donc, il faut avoir recours au pictogramme dans ces cas-là. Une question en dehors. T'as J'ai une une question? question aussi, moi. Je suis un peu surpris de voir que quand on augmente le niveau de protection, on passe plutôt en FFP2. Oui. J'avais notion que le FFP2 protégeait de l'extérieur, mais qu'il était moins bon en protection pour le patient, notamment. Ouais. Alors, effectivement, on a beaucoup véhiculé ce message, hein, mais on l'a beaucoup appris, que le masque chirurgical s'opposait à l'émission des particules. Effectivement, c'est une barrière physique, donc quand on crachouille, bah, les crachouillis restent bloqués à l'intérieur, on est bien d'accord. Et que le masque FFP s'opposait à l'inspiration des particules. Il n'empêche que ça reste quand même une barrière. Donc, il fonctionne dans les deux sens, en fait. Mm. Donc, il est aussi efficace dans l'inspiration des particules pour la personne qui le porte que pour l'émission des particules pour la personne qui le porte. Donc, il y en a un qui marche dans un sens et l'autre qui marche dans les deux sens. Ils marchent dans les deux sens tous les deux, sauf qu'effectivement, l'efficacité de filtration des petites particules est plus importante, puis surtout l'adhérence au visage est plus importante. Le thème de fit est plus important pour l'un que pour l'autre. Mais ça marche dans les deux sens. Mais effectivement, c'est une donnée qu'on a beaucoup. Ouais, Ouais. bien, tout à fait, Lilian. Et, C'est une donnée qu'on a beaucoup et véhiculée. du coup, on a une question là qui dit est-ce Une qu'on autre. peut faire pour les masques à FFP, du coup, un fit test, enfin des tests pour les patients, pour savoir lequel est le plus, pour les résidents aussi, pour savoir lequel est le plus adapté. Alors, c'est une bonne question. C'est compliqué de faire tester plein de masques à un patient. On peut lui faire mettre un premier masque, puis rapidement voir que finalement ça ne lui convient pas et lui en donner un autre. Je pense que ça va être compliqué de le faire tourner la tête, etc. Déjà, lui faire porter un FFP, c'est compliqué
parce qu'on a du mal à respirer et un soignant, il sait, il a l'habitude et un patient, c'est déjà compliqué. Donc, à chaque fois, on vous dit un FFP ou à défaut, masque médical. Moi, je suis quand même plutôt en faveur d'un masque médical bien porté qu'un masque FFP mal porté et retiré dès que vous avez le dos tourné. Donc ça, c'est vraiment à juger en fonction du patient, du résident, sa capacité à comprendre, sa capacité à intégrer, sa capacité à respirer avec un masque FFP sur le museau, hein. C'est ça, quand même pas supporter. très facile, hein, Mm. à supporter un masque FFP. D'autres questions? Une autre question. Une autre question? Ah ben les questions derrière moi. Pour le zonage, du coup, même si c'est un zonage cutané, dès lors que le patient est immunodéprimé, on met du coup un isolement quand même Oui. R. Oui, on met un isolement R. Ok. Ouais, ouais. C'est bon. On remet un isolement R parce qu'on a quand même une excrétion respiratoire de courte durée, mais qui revient notamment chez les gens qui font des formes importantes. Ok. D'autres questions? Pas d'autres questions? Non, pour le moment. Ok, on continue. Alors, de recommandations sur la tuberculose, et on parle bien de la tuberculose, on va dire pulmonaire, c'est-à-dire celle qui fait rentrer en communication des lésions avec de l'air. Si c'est une tuberculose ganglionnaire, elle n'est pas concernée par ces recommandations. On appliquera les précautions standards. Donc là, on est sur les formes pulmonaires, c'est-à-dire pulmonaire, pleuropulmonaire, ORL et bronchique. Donc la tuberculose, avant toute documentation, ou si vous attendez des résultats, si vous avez des arguments cliniques, si le médecin a des arguments cliniques ou radiologiques en faveur d'une tuberculose, on met en place immédiatement des précautions complémentaires respiratoires renforcées. Même si finalement c'est pas ça et qu'on doit les lever plus tard, en fait on n'attend pas les résultats pour mettre en place les mesures. Ça c'était vraiment la règle, ça change pas. Une fois effectivement qu'on a le résultat des examens microbiologiques, euh, la mise en place des précautions va se faire selon un algorithme qui va tenir compte notamment des performances de tout ce qu'on va faire comme examen aux patients, sachant que tous les tests n'ont pas la même sensibilité, pas la même spécificité. Tous ne veulent pas dire la même chose. Certains sont plus performants pour dire que c'est négatif quand le test est négatif et d'autres pour dire que c'est positif quand le test est positif. Donc il y a un bel algorithme derrière, alors que je trouve moi intéressant parce qu'en moins il précise des choses. Alors déjà, il faut savoir que la sensibilité de l'examen direct, hein, donc sur prélèvement au laboratoire, est bien moindre que celle de la PCR. Alors pas les précautions complémentaires, la PCR, hein, le test PCR, qui elle-même est inférieure à la culture. Le problème, c'est que la culture, globalement, il faut attendre 3 semaines, donc on ne peut pas utiliser la culture comme élément rapide, on va dire, de décision. Donc on va utiliser les deux premiers, donc l'examen direct et la PCR. Donc on a une présomption clinique, on fait un examen direct, on fait faire un bécatubage au patient, on fait un examen direct rapide au laboratoire, une PCR derrière. Si l'examen direct est positif et que la PCR est négative, la PCR est faite pour le complexe tuberculosis. Donc, il permet d'identifier vraiment que c'est l'espèce qui est tuberculose, hein. Je vous rappelle qu'il y a des tas d'autres mycobactéries qui ne sont pas du complexe tuberculosis, qu'on va voir à l'examen direct, parce que l'examen direct n'est pas spécifique de tuberculosis, mais que la PCR, elle, ne verra pas. Donc, c'est la situation de la mycobactérie atypique. Si l'examen direct est positif, mais que la PCR est négative, c'est que ce n'est pas du complexe tuberculosis. Donc, ça ne présente pas de difficulté particulière. Ça veut dire que le patient n'a pas besoin d'être maintenu en précaution complémentaire respiratoire. On va pouvoir le repasser en précaution standard. Si inversement la PCR est positive, c'est que c'est le complexe tuberculosis. Donc là, on maintient les précautions. Après, si effectivement l'examen direct est négatif, hein, c'est pas très sensible, hein, l'examen direct. On ne voit pas forcément comment dire, des mycobactéries à l'examen direct, quand il y en a peu, notamment, hein, on ne les voit pas forcément. Mais que la PCR est positive parce qu'elle est plus sensible, eh bien, on est toujours sur une grande probabilité de tuberculose, donc on maintient les précautions. Par contre, si la PCR est négative ou qu'on n'a pas fait de PCR ou qu'on n'a pas de résultat, eh bien maintenant c'est simple. Si le praticien décide quand même que potentiellement c'est ça et décide de traiter, on met les précautions. Si on ne traite pas, on ne met pas de précautions. Donc la dichotomie est simple. Pas d'éléments
on va dire, microbiologiques probants, mais par contre, on pense que c'est quand même ça, eh bien, on traite, on laisse les précautions. Si on ne traite pas, on ne met pas de précautions. Je trouve qu'enfin, c'est écrit et c'est plutôt bien. Pour la prise en charge d'un patient atteint d'une tuberculose, donc c'est précautions respiratoires renforcées de base pendant une durée minimale de 14 jours après la mise en route d'un traitement efficace, mais qui peut être prolongée si effectivement on a d'autres éléments plutôt défavorables, notamment la présence de cavernes ou d'une charge bacillaire initiale élevée ou des lésions très étendues. Alors moi je trouvais que 14 jours c'était un peu court personnellement. Moi, j'ai bien vu les pneumologues dans ma structure garder les patients 3 semaines, donc bon, pourquoi pas. Après, effectivement, les conditions de levée des précautions à 14 jours sont quand même très, très restrictives et correspondent effectivement à des patients qui ont une tuberculose, voilà, peu étendue et pas grave, on va dire. Et donc, pour lever donc les précautions à J14, il faut quand même remplir tous les critères que vous voyez en dessous, à savoir une bonne observance au traitement, une bonne tolérance, avoir bien évidemment une tuberculose qui ne soit pas résistante, une amélioration clinique avec diminution de la toux, pas de caverne, pas d'aggravation de l'imagerie médicale, ne pas faire rentrer la personne dans un foyer qui présente des personnes vulnérables ou immunodéprimées, et avoir un examen direct initial négatif ou avec effectivement une quantité de bacilles observées par champ très faible. Vous savez qu'on observe le nombre de bacilles qu'on voit par champ, par champ. Si une des conditions n'est pas remplie, eh ben on va maintenir les précautions, réévaluer régulièrement entre J15 et J30. Et dans le cadre d'une tuberculose multirésistante ou ultra-résistante, eh bien, on va quand même utiliser le résultat de culture de 3 échantillons respiratoires sur 3 jours distincts pour prendre une décision. Vous voyez que dans les autres situations, on ne se base pas justement sur des résultats de prélèvement microbiologique pour prendre une décision. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de la tuberculose multi ou ultra-résistante. Multirésistante, c'est quand elle est résistante rifampicine isoniazide, et quand elle est ultra résistante, c'est qu'elle est résistante rifampicine isoniazide et en plus fluoroquinolone et les aminosides qu'on utilise habituellement pour traiter la tuberculose. Donc c'est quand elle a accumulé plein de résistances. Les infections respiratoires à BMR, alors ça c'est bien, c'est précisé aussi, et en fait il est précisé que les précautions respiratoires ne s'adresseront qu'aux patients qui ont des infections respiratoires à Staphylococcus aureus métière, donc résistant à la méticilline. Ce qui veut dire que pour toutes les autres infections respiratoires à autres bactéries multirésistantes que le SARM, eh bien, ce sont les précautions contacts qui sont effectivement à mettre en œuvre, sachant quand même qu'on n'oublie pas les précautions standards et que si on fait des soins de proximité aux patients ou des gestes à risque de projection, on portera quand même un masque, mais qui sera un masque médical et qui sera dans le cadre des précautions standards et pas du tout des précautions respiratoires. Et idem, si le patient tousse et qu'il sort de sa chambre, eh bien, on lui fera porter un masque médical, mais là, c'est pareil, on est dans les précautions standards, on n'est pas du tout dans les précautions respiratoires. Donc finalement, la mise en œuvre des précautions respiratoires, dans ce cas-là, est vraiment restreinte aux infections respiratoires à Staph aureus métier, pour lesquelles on a montré qu'il y avait un risque de transmission par voie respiratoire, finalement, ce qu'on n'avait pas avec les autres. Alors la question que certains ont posée, hein, qui a été posée dans la fac, c'est OK, on nous parle des BMR, mais on ne nous parle pas du tout des BHRE. Donc quid? Qu'est-ce qu'on fait pour les BHRE? Est-ce qu'on considère que c'est pareil? Parce qu'on peut faire des infections respiratoires à BHRE. C'est pas fréquent, mais c'est possible. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère que c'est comme le SARM ou comme les autres BHR? Ça, c'est une question qu'on a posée au groupe de travail, pour lequel on n'a pas la réponse pour le moment. Alors, deux recommandations sur les mesures collectives pour la prévention en période épidémique. Donc, tout ça, vous savez, hein, voilà, dès que les épidémies communautaires hivernales commencent à arriver, ben, il est fortement recommandé que finalement tout le monde porte un masque dès l'entrée dans la structure.
les professionnels, les patients, les résidents, voilà, quel que soit finalement le secteur dans lequel ils circulent, les visiteurs également. Euh, c'est vraiment masque médical pour tous dès l'entrée dans la structure et pour circuler dans la structure. Je pense que ça, effectivement, c'est une notion qu'on a gardée aussi de la crise Covid. La recommandation 28, en période d'épidémie communautaire, on recommande de privilégier les chambres individuelles pour les patients hospitalisés. Alors ça pose d'autres difficultés, c'est qu'on a des tas de raisons d'avoir besoin de chambres individuelles, hein, les patients perturbés, les fins de vie, les situations infectieuses particulières, et que bah, quand on commence à mettre des critères de priorisation, eh bien, il faudrait des chambres individuelles pour tout le monde. Donc, c'est compliqué. On est bien d'accord. Alors, on a fait du regroupement par le passé. Donc, la recommandation 29 parle de ça, de fait de pouvoir effectivement utiliser des chambres doubles pour mettre deux patients résidents atteints d'une infection respiratoire au même germe, voire même au même variant, si vous avez plusieurs variants qui circulent. Et quand on sait qu'il y a peu d'immunité croisée entre les variants, par exemple, on ne pourrait pas mettre un résident qui a une grippe A avec un résident qui a une grippe B dans la même chambre parce que eh bien, l'immunité croisée entre la grippe A et la grippe B est pas très importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un virus grippe A et un virus grippe B dans le vaccin. Et donc, on ne pourrait pas les mettre ensemble. Il faudrait mettre deux résidents avec la grippe A ou deux résidents avec la grippe B ou deux résidents avec le même variant Covid, mais pas un résident avec la grippe A et un résident avec le Covid, par exemple. Ça, c'est pas possible. Alors, chambre individuelle pour tous, oui et non. Et donc, on vous rappelle qu'effectivement, il va falloir prioriser l'attribution des chambres individuelles entre les patients à risque de forme grave, les patients qui vont bénéficier de procédures générant des aérosols importantes, les patients suspects, les patients atteints avec une infection respiratoire documentée. Donc, vous voyez que c'est un petit peu compliqué. On vous dit qu'il est possible de faire des dépistages si vous accueillez les patients en chambre double. Alors, à J0 ou à J incubation, on va dire. Alors, attention, prudence, quand on cherche, on trouve. Et donc, parfois, on se retrouve à dépister des patients totalement asymptomatiques pour les mettre en chambre double. Et patatras, on les retrouve porteurs de VRS ou d'autres choses. Et là, on est bien enquiquiné. Parce que, eh bien, maintenant qu'on le sait, on ne peut pas fermer les yeux ou faire comme si on ne savait pas. Et donc, ça pose d'autres difficultés. Donc, tout ça, c'est vraiment une stratégie qu'il faut adapter en permanence, mesurer, éventuellement définir avec l'équipe d'hygiène pour trouver un juste équilibre. Alors après, quand on a effectivement une documentation qui a été réalisée, ben, on peut regrouper, comme on l'a dit avant, hein, des patients qui présentent une infection respiratoire documentée au même pathogène ou au même variant. C'est vrai que l'avènement des PCR multiplex fait que ben, souvent, quand on commence à chercher, eh bien, on trouve plein de choses. Les cas groupés nosocomiaux, quand on découvre fortuitement ou qu'on a une survenue de cas groupés dans un service, quand on a beaucoup de cas, eh bien, on peut transitoirement décider de mettre en place des mesures collectives, hein, qu'on peut lever plus tard. C'est pas grave, qui consiste à faire porter le masque finalement à tout le monde, hein, l'équipe soignante, les patients, les résidents, à dépister des soignants, des patients, à avoir une attention particulière sur les regroupements collectifs, donc peut-être interdire temporairement voilà, des activités communes, faire très attention sur les locaux type vestiaire, salle de pause, salle de réunion, remettre en place des jauges ou de la distanciation. Ça marche toujours, mais ça vous connaissez, hein. Et justement, sur les regroupements, eh bien, quand on a des clusters dans une structure, eh bien, on peut imaginer faire des secteurs de regroupement, c'est-à-dire regrouper tous les patients, tous les résidents dans un même secteur, éviter les mouvements de professionnels d'un secteur à un autre. Également remettre en place, on l'a vu, hein, donc les jauges.
quand on a des clusters, les jauges qui déterminent donc le nombre maximum de personnes qui sont présentes dans des locaux communs pour qu'on puisse avoir à la fois la distanciation quand on mange et qu'on ne peut pas porter le masque quand on mange, et à la fois s'assurer que finalement la ventilation va pouvoir, compte tenu du nombre de personnes présentes, rester tout à fait correcte pendant leur temps de présence. Donc réinstaurer des jauges dans les locaux communs pour la distanciation et le maintien de la conformité de la ventilation. Alors ça, vous connaissez aussi, c'est tout ce qu'on a fait, plus ou moins avec difficulté. C'est concernant notamment les résidents. Voilà, dans une structure, vous avez des clusters, vous avez une épidémie qui circule. Eh bien, définir des conditions de visite et l'organisation des visites selon le contexte local. Alors, on ne peut pas priver les résidents de visite, hein, ça c'est pas possible, mais on peut effectivement, voilà, définir des conditions qui restreignent un peu le nombre de gens, le temps de présence des gens. Dire aussi le port du masque, bien sûr, et l'hygiène des mains. Donc définir les mesures de prévention pour les visiteurs, donc essentiellement qui portent sur le port du masque à usage médical en continu, l'indésinfection des mains à l'entrée, à la sortie du service, qu'on peut éventuellement adapter en fonction de ce qu'on fait et du type de soins réalisés en présence du visiteur. Mais on peut aussi lui demander de sortir quand on fait des soins à risque d'aérosolisation. De sensibiliser les visiteurs au respect des mesures de prévention, de limiter les visites dans les contextes, voilà, d'épidémie, hormis dans les situations particulières, hein, de fin de vie ou les contextes spécifiques où c'est compliqué, de limiter les visites, mais dans ces cas-là, on les encadre et on les adapte, et également de dire aux visiteurs: «Si vous êtes malade, vous ne venez pas, vous attendez d'être en meilleure santé avant de venir». Mais tout ça, c'est, vous connaissez. La recommandation 34 sur la vaccination et l'immunoprophylaxie. Donc, on vous dit qu'effectivement, le fait d'être vacciné ne change rien. En tout cas, ça n'influe pas sur les précautions et sur leur mise en place, qu'on soit vacciné ou pas, grippe, Covid. Si vous êtes à risque de forme grave ou si vous êtes le patient qui exprime l'aérosol, on doit mettre les précautions en place tout pareil, puisque la vaccination diminue le risque de forme grave, mais n'exclut pas complètement la transmission. Le guide vous propose après quelques exemples concrets de lecture des matrices. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse que je les vois. Donc là, vous avez un premier exemple, alors très sanitaire. Donc, un service de médecine interne avec une ventilation non conforme. Donc déjà, on sait on va s'attaquer à la matrice numéro 2. Un patient de 75 ans qui a un VRS. Donc le VRS est un pathogène de type A. Il est en chambre individuelle et on lui fait de la kiné respiratoire avec des crachats induits. Donc bien évidemment, il portera pas de masque. Donc là, on est d'accord qu'on est sur une exposition forte puisqu'on fait un geste, une procédure qui génère des aérosols à risque élevé et que donc en plus on n'aura pas double masquage puisque le patient ne sera pas en mesure de porter de masque. Donc pour le soignant, c'est une exposition forte. Donc on est sur le pathogène de type A, sur une exposition forte des PGA à risque élevé. Donc on est bien sur des précautions renforcées. Donc le orange clair parce qu'on a une ventilation non conforme. Mais je crois que ventilation conforme, c'est pareil, c'est aussi, Oui. ça change rien, c'est aussi des procédures renforcées. Donc ça, c'est pas trop compliqué à comprendre, je trouve. Un deuxième exemple, donc dans un EHPAD, cette fois, une ventilation non conforme, heu donc on est sur la matrice encore non-conformité. Un résident qui a la grippe, avec un port du masque qui est très difficile. On est donc sur le pathogène de type A, hein, c'est la grippe. Et là, c'est une aide au repas. Donc l'aide au repas, c'est quand même le champ proche, hein, on est à côté du résident, mais effectivement, c'est une exposition qui est modérée. Et globalement, le repas, ça va quand même potentiellement durer un petit peu plus de 15 minutes. Donc on est sur une exposition modérée, un contact rapproché dans le champ proche de plus de 15 minutes.
Donc, on est bien dans le cadre de la ventilation non conforme avec un pathogène de type A sur des précautions renforcées. Ça veut donc dire que là, le soignant portera un masque FFP. Alors, tant que tu es sur la grippe, Ouais, il y a des questions, enfin, un témoignage. Le masque a été très difficile à mettre en place on n'a pas de chez réponse. nous lors de l'épidémie de grippe et surtout par les praticiens. On les reprend tous les jours. Merci de votre diapo, ça me réconforte. Déjà. Euh, et là, sur la grippe, quelle place du Tamiflu en traitement individuel curatif et place dans la gestion d'une épidémie en préventif? Alors, on sort des recommandations, mais je peux quand même vous répondre. Donc, le Tamiflu peut être utilisé, encore une fois, sur analyse du bénéfice individuel patient dans l'évolution de l'épidémie en question. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. On peut effectivement le sortir. Et ça donne de bons résultats à la fois en curatif ou en prophylaxie chez un patient, par exemple, particulièrement à risque et qui a été identifié comme ayant été exposé de manière importante. Voilà, c'est une molécule qui est dans l'arsenal, euh, qui peut être tout à fait utilisée. Et il y a une autre question sur est-ce qu'on peut réduire la durée des PC-Respi chez un patient ayant la grippe et traité par Tamiflu? Et si oui, de combien de temps? Alors, a priori, oui, on peut les réduire. De mémoire, c'est 3 jours, 48, 72 heures, 72 heures, 48, 72 heures après la mise en place du traitement. Alors ça, c'était pour la grippe. Euh, Il y a une autre question sur le bloc. Que faire lors de développement de fast track? Départ et retour bloc. 6 personnes dans une ancienne chambre double. Nous avons recommandé le masque toute l'année. Bah, si effectivement vous avez identifié que là, la jauge est telle que votre ventilation, votre aération suffit pas et que vous avez un air potentiellement pas bon tout le temps, bah oui, ça me paraît Oui. pertinent de faire porter un masque tout le temps. 6 personnes dans une ancienne chambre, Ouais, ça fait ça fait beaucoup. beaucoup. Il y a une situation comme ça, même en hôpital de jour pour les chimiothérapies, des choses comme ça. Parfois, on regroupe des patients, Ouais. 5 ou 6 patients dans la même pièce, quoi. Ouais. Et dans ces cas-là, on leur fait porter un masque. Ouais, ça me paraît tout à fait pertinent, effectivement. Alors, elle remercie. Et sinon, difficile de faire du cohorting en EHPAD quand les chambres sont des lieux de vie. Que proposez-vous? Alors, ça peut être, Euh, alors, on sait que c'est compliqué. Alors, une autre possibilité, quand vous avez des clusters importants, où c'est compliqué finalement entre guillemets, mobiliser les résidents en chambre, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire quand il vous reste finalement quelques résidents qui n'ont pas eu la pathologie, c'est eux que vous allez protéger, Protéger. entre guillemets, en laissant les autres qui sont en plus grand nombre circuler largement, librement. Donc, on fait entre guillemets un isolement par soustraction, c'est-à-dire que vous avez, voilà, si vous avez une unité avec, je sais pas moi, 30 résidents, il y en a 20 qui ont la grippe ou le Covid, vous laissez les 20 finalement vaquer à leurs occupations et vous protégez les 10 derniers qui ne l'ont pas eu. Ça peut être une façon de raisonner, parfois. Mais si vous avez des soucis, vous nous appelez. On adaptera en fonction de votre situation. C'est compliqué de vous répondre de manière voilà, blanc ou noir, sachant que chaque situation est unique. Ça dépend des locaux, ça dépend de plein de choses. Alors, une autre question, à partir de quand l'HAS attend que nous appliquions ces nouvelles recommandations? Certification en septembre, faut-il que nos procédures PC soient modifiées d'ici là? Alors, je pense pas qu'il y ait des attentes. Il faut aussi que l'HAS prenne connaissance des recommandations, hein. Je pense que ça va leur prendre aussi du temps. Euh, Si vous montrez que vous êtes dans la dynamique et voilà, on se pose la question, on s'informe, on essaye de commencer à répondre voilà, aux trucs de base sur lesquels on sait on n'est pas très bon, on travaille la question, je pense que ça sera suffisant. Il faut travailler la ventilation. Voilà, on ne vous reprochera pas d'être dans la dynamique.
Des questions, il y a deux demandes aussi pour savoir si le document sera accessible. Oui, le document sera accessible. Sur le site, on le On le mettra mettra sur le site. à disposition. Il n'y a pas d'autres Pas questions pour d'autres le questions. moment. Alors, on avait fini cet exemple-là. Donc, il y a encore un autre exemple. Donc là, on est en réanimation, très sanitaire, une ventilation conforme, un jeune patient avec une tuberculose pleurale, donc ultra résistante, qui porte pas de masque, mais parce qu'il est intubé, ventilé en système clos. Donc là, on est sur un pathogène de type C, hein, on est sur une tuberculose un peu cognée. On a un soignant qui vient faire une réfection de lit. Donc on est sur une exposition faible, parce qu'il n'y a pas de... On est sur un contact de courte durée, mais voilà. Mais effectivement, dans un contexte de pathogène de type C. Donc là, on est sur des précautions respiratoires maximales. Donc normalement, la porte de la chambre est fermée, la chambre est en dépression et le professionnel devra porter un masque FFP2 avant d'entrer dans la chambre et l'avoir retiré après être sorti de la chambre, puisqu'on sort rarement en apnée. Voilà. Et puis éventuellement un système de traitement d'air palliatif, donc avec une filtration absolue si la chambre n'est pas en dépression. Mais généralement, les chambres de réanimation, pas toutes en dépression, c'est-à-dire, elles ont des systèmes de traitement d'air, mais elles ne sont pas toutes en dépression. C'est pas forcément possible. Là, on est à la maternité, avec une ventilation conforme, une patiente qui a une coqueluche, qui porte donc un masque à usage médical. On est sur un pathogène du groupe A, et elle va être aidée par une auxiliaire de puériculture pour une mise au sein de son nouveau-né. Donc l'exposition là est modérée. Les deux vont porter un masque finalement. On est sur une ventilation conforme, donc effectivement, double masquage médical-médical et on est sur des précautions simples. Donc voilà, ce sont des exemples hein, de lecture. Je crois qu'il y en a encore un autre. La pédiatrie, une ventilation non conforme. Donc là, on réfléchit, on rentre dans la deuxième matrice. Donc on est sur une méningite à méningocoque avec une possibilité de port du masque par le patient. Et on a donc une ASH qui vient poser un plateau repas. Donc là, pour le coup, il n'y a même pas de soin. C'est vraiment le fait d'entrer dans la chambre. Donc on est vraiment sur une exposition faible. Donc elle va quand même porter un masque médical en rentrant dans la chambre. Voilà, moi j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Il y a encore des questions? Non, pas d'autres Non. questions? Pile poil dans les temps, Nickel. timing parfait. Donc je pense qu'il faut, voilà, faut digérer tout ça. Je vous invite à parfois reprendre le guide, le relire, parce qu'en fait c'est souvent au bout de plusieurs lectures on perçoit les petites subtilités. Et puis nous, on va donc vous tenir informés régulièrement de l'avancée des sous-groupes, hein, notamment l'appropriation pour le médico-social, hein, parce que je sens bien que c'est compliqué pour le médico-social. C'est normal, hein, c'est pas du tout une critique. Donc on essaiera de vous tenir vraiment au jus de tout ça en temps et en heure, au fil de l'eau, en fonction de l'avancée voilà, des travaux complémentaires. Mais on ne vous abandonne pas, on ne vous laisse pas avec le pavé de 173, je ne sais plus, 173 pages, oui, 175 pages. Donc on ne vous laisse pas tomber avec le pavé de 175 pages, on va vous aider à, voilà, à déployer ça dans vos structures. Pour les situations infectieuses particulières, n'hésitez pas à nous solliciter, hein. On vous aide dans ces cas-là à gérer en fonction de vos impératifs, de vos contraintes, de vos locaux, de tout ça. On reste ressources. J'ai remis le téléphone et la boîte mail du CEPIAS Voilà. dans le chat. Vous nous appelez, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Si on ne vous répond pas à la minute, on vous répond rapidement de toute manière et idem pour la boîte mail. Mais j'espère voilà, que ça a permis au moins d'éclaircir certains aspects.
Peut-être pas tout parce que c'est complexe, mais au moins certains aspects. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Au revoir à tous.